ce que les enseignants du CHU soient présents avec eux, soit dans leurs réunions, soit dans leurs ateliers ou dans leurs journées scientifiques. Donc, ils sont trop tardés. Je passe la parole au docteur Moustapha Hicham, qui vient de Paris, pour nous parler de l'apport du scanner thoracique et surtout l'étude en fenêtre parenchymateuse. À vous la parole, M. Hicham. Médiastinale. Donc, l'étude du scanner thoracique en fenêtre médiastinale. Merci Madame la modératrice. Mes chers amis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors je vais essayer de vous parler d'une partie du scan thoracique, c'est-à-dire la fenêtre médiastinale, qui sera enchaînée par la suite par la partie parenchymateuse. Les deux sont liés, intimement liés. Le scan, comme vous le savez, c'est le meilleur moyen d'étudier le thorax. Évidemment, au décours de la radiographie thoracique, on ne peut pas s'en passer, c'est la première étape. Autant on a abandonné l'ASP, autant on n'a pas du tout abandonné la radiographie thoracique. Ce scanner va être réalisé en mode spiralé, volumique, c'est une acquisition de tout le volume du thorax au cours d'une courte apnée avec une excellente résolution dans les trois plans d'espace, une résolution spatiale et également une résolution temporelle, puisqu'on peut coordonner ce scanner à l'étude également du cœur avec la synchronisation de cardiaque. Le malade est mis dans une espèce d'anneau ici et traversé par les rayons X qui vont être détectés par des détecteurs, une barrette de détecteurs, c'est pour ça qu'on parle de multidétecteurs. Et puis d'emblée, vous voyez que ça utilise les rayons X, mais il y a tout un système de modulation de dose pour donner au malade juste ce qu'il faut pour avoir une image de qualité sans trop d'exposition aux rayons X. Cette modulation va être faite sur le premier fichier qui est réalisé, le topogramme, qui va réaliser d'emblée l'épaisseur du malade, la zone où il y a de l'air, la zone où il y a des clavicules, et ainsi de suite. Alors, ce faisceau de rayons X qui traverse le corps va générer donc une atténuation. Donc, on parle de coefficient d'atténuation qui est exprimé en unité de ensuite le créateur, le découvreur du scanner, avec une échelle arbitraire qui va jusqu'à 4000 valeurs, où l'air a une densité, un coefficient d'atténuation de moins 1000 unités ensuite. L'os compact c'est l'autre versant, a une densité très élevée, de l'ordre de 3000 unités ensuite. Le centre est représenté par l'eau, qui est le milieu de référence. La graisse, vous voyez, elle a une densité de moins 100 à moins 150, et les tissus ont une densité entre 40 et 80. Vraiment, tout s'articule autour de ça au niveau du scanner. Le coefficient d'atténuation qui est extrapolé par ce qu'on appelle la mesure de densité. Alors, évidemment, ce signal qui est généré par la traversée de ces rayons X qui vont traverser le corps va être transcrit sur une échelle de grille de 256 niveaux, mais pauvres humains que nous sommes, nous ne pouvons détecter que grand maximum 30 niveaux de grille. Pour les plus brillants parmi nous, ils peuvent atteindre 50 niveaux de grille, mais vous voyez la moyenne c'est 15 niveaux de grille, d'où la nécessité d'étudier donc ce scanner avec une gamme de densité qui s'appelle la fenêtre, et cette fenêtre va être sélectionnée pour qu'elle puisse être adaptée à l'œil humain. Cette fenêtre est définie par sa largeur, window, et par son niveau ou son centre, qui est le C, qu'on verra sur les clichés. Alors, le médiastin, qui comporte des structures de densité très voisines les unes des autres, vous avez du tissu, vous avez de l'eau, vous avez de la graisse, tout ça sont des densités très proches l'une de l'autre. On va utiliser des fenêtres qui sont serrées. C'est comme si je voyais deux personnes qui sont très proches l'une de l'autre, et donc j'ai besoin de me rapprocher d'elles pour pouvoir, en quelque sorte, les distinguer l'une de l'autre. Quand elles sont l'une ici et l'autre là-bas, je peux me placer très loin et pouvoir facilement les repérer. Donc des fenêtres très serrées, de façon, j'allais dire stéréotypée, la largeur est de 400 unités ensuite, et puis le centre, c'est le zéro, c'est-à-dire le centre de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les densités qui vont être représentées sur une fenêtre médiastinale vont s'échelonner entre moins 200 et plus de 100, puisque la largeur est de 400 et le centre est à 0. Et donc les densités qui sont en dessous de 200, elles vont être noires, elles ne seront pas analysables, le parenchyme ne sera pas analysable, et tout ce qui est au-dessus de 200 ne sera pas analysable non plus, par exemple l'os. Donc ni le parenchyme pulmonaire, ni l'os ne seront analysés sur une fenêtre médiastinale. On peut analyser l'eau, les tissus,
et la graisse. Le poumon, mon collègue Philippe en parlera tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez toute la largeur ici de l'échelle d'atténuation, ici de moins 1000 à plus 1000, et vous avez le centre ici, le médiastin, avec cette largeur de 400 et le centre à 0, et puis le parenchyme pulmonaire qui a des fenêtres beaucoup plus larges avec un centre qui est en négatif. Ça se présente comme ça sur un scanner. Vous voyez que quand vous avez une fenêtre médiastinale au niveau du scanner, vous avez au bout ici, si on peut baisser cette lignée de lumière ici à l'avant, ça sera mieux pour mieux voir les choses. Vous avez ici le centre et la largeur qui sont toujours affichés à cet endroit-là. Mais sachez une chose, c'est que ce centre et cette largeur ne sont pas immuables. On peut les varier à volonté, merci bien, on peut les varier à volonté selon la pathologie. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, vous avez ces scanners, un scanner thoracique va générer 500 images. Donc, il faut 500 images, vous vous rendez compte? Il faut les utiliser, il faut les étudier sur des consoles de lecture à haute résolution avec minimum 2 millions de pixels. Je vous dis, c'est fini les clichés, c'est fini les négatoscopes. Et celui qui ose me dire le contraire, il va vraiment fâcher, parce que vous avez tous des voitures de dernière génération avec toute l'informatique qui est à bord, et ne me dites pas qu'on ne peut pas avoir des consoles et des ordinateurs dignes de ce nom qui vont coûter 10 000 dirhams ou même 20 000 dirhams. Donc on ne peut pas faire le bilan d'un cancer sur de simples clichés thoraciques vus comme ça à la lumière du jour. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Alors ça c'est fini, hein, c'est vraiment du has-been, comme dirait l'autre. Et puis voilà, vous avez des consoles où on peut comparer les fenêtres parenchymateuses, les fenêtres médiastinales, les examens de différentes dates, tous les services d'imagerie, tous les services cliniques, toutes les cliniques au sens large ont aujourd'hui des consoles avec des systèmes de PACS qui communiquent entre la pneumologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie digestive, etc. On peut se déplacer d'un étage à l'autre et pouvoir analyser et avoir l'ensemble des données du malade. Alors évidemment, j'insiste sur une chose, c'est que ces images, il faut donner aux patients, il faut récupérer, vous en tant que clinicien, les CD avec les images natives. Le CD-ROM qui comporte la totalité de l'examen est la propriété du malade. Celui qui lui dit « on ne vous donne pas le CD », il est dans son tort. C'est comme si vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette, on vous donne la moitié. Ça n'est pas possible, on vous donne une baguette mal cuite. L'examen doit comporter obligatoirement le CD avec les images natives. Les malades vont voyager d'un endroit à l'autre, on va aller voir des experts, et ces experts vont avoir besoin de l'examen, évidemment bien fait, avec tout ce qu'il faut, et l'examen avec les images brutes. Alors les paramètres d'acquisition, aujourd'hui on fait des coupes très fines en dessous du millimètre, en inspiration profonde, en apnée, une courte apnée, bras au-dessus de la tête, et le plus souvent en sens crânio-caudal. L'injection va se faire selon la pathologie. On va avoir des scans sans injection. Souvent, on fait une injection que d'un côté. Hein. On n'a pas besoin de perfuser les malades des deux côtés. Il faut un injecteur automatique. Il est impossible de faire un scanner thoracique sans injecteur automatique. Ne me dites pas qu'on ne peut pas qu'on injecte à la main. Sinon, je vous enlève votre voiture de dernière génération avec tous les logiciels à bord. Donc, temps artériel pulmonaire, par exemple pour l'embolie pulmonaire, temps artériel aortique, si je vais utiliser l'aorte, temps d'équilibre vasculaire pour la parenchymographie tumorale. On ne peut pas faire un scanner pour le bilan d'un cancer et faire une acquisition au temps aortique. On a besoin de voir la parenchymographie. Ça se fait sur un temps veineux, un temps d'équilibre vasculaire. Et puis des temps tardifs pour les pathologies inflammatoires, notamment de l'aorte. Injection d'un côté. Vous voyez, cette fenêtre médiastinale, elle n'est pas bien analysable parce que l'aorte est très saturée. Je ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur de cette aorte. Est-ce qu'il y a une dissection? Est-ce qu'il y a de l'athérome? Est-ce qu'il y a des calcifications? Vous voyez, les calcifications sont confondues avec le produit contraste. Il faut l'élargir pour voir à travers le produit contraste. Et puis vous voyez que le malade a été injecté du côté gauche ici, et donc ça génère des artefacts de durcissement. Alors supposons que ce malade a un problème de l'aorte et je veux analyser les troncs supraortiques, et bien je suis gêné par ce tronc véno-céphalique qui va donner ces gros artefacts. Le mieux, c'est de perfuser les malades du côté droit. Donc il y a toute une technique. Quand vous demandez un angioscanner de l'aorte, le radiologue, il n'est pas bête, il va dire le malade doit être perfusé du côté droit pour éviter les artefacts liés au tronc véno-céphalique gauche qui vont gêner l'étude de l'extension de la dissection au tronc supraortique. Il y a tout un travail technique avant d'arriver à une image de qualité. Cette image de qualité, il faut la voir en s'affranchissant d'un certain nombre d'artefacts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous en montrerai un tout à l'heure. Alors, acquisition volumique,
va nous donner la possibilité de jongler dans l'image, dans les différents plans de l'espace, avec différents logiciels qu'on va voir rapidement. Mais sachez, ne vous précipitez pas sur les images reconstruites. L'origine, il faut être vraiment original. Je regarde d'abord les images natives. La quasi-totalité des diagnostics, surtout en urgence, est faite sur les coupes natives. Si vous faites des reconstructions, vous pouvez retarder la prise en charge du malade, qui par exemple a une dissection de l'aorte, ça se voit. Sur les coupes axiales, ça donne le tempo, et ensuite, si vous voulez vous amuser par la suite, il n'y a pas de problème. Alors, quelques images de cette reconstruction. Vous voyez ici, compression trachéale par une masse médiastinale ici. Eh bien, on a le plan axial, très bien. Et puis, nous avons la reconstruction en mode MPR frontal. On voit bien le bourgeon ici, endoluminal avec la composante extérieure. Ça permet une planification du geste ici par la mise en place d'une endoprothèse. Donc, ça donne véritablement une cartographie. Un deuxième exemple, l'adénocarcinome ici, qui est très ulcéré ici. Vous voyez, la malade a déjà une prothèse. Nous avons fait un angioscanner ici avec en mode MIP, la reconstruction. Il fallait protéger cette carotide qui était dans la zone complètement ulcérée. Et on a mis à cette patiente une prothèse couverte. Mais ce scanner, cet angioscanner, nous a permis d'avoir une cartographie pour aller poser une prothèse au sein de la carotide commune gauche pour la prévenir d'une éventuelle rupture catastrophique. Vous avez ici la maladie grandiocelaire, la fameuse maladie avec ces reconstructions en MIP, ces reconstructions en VRT, qui vont donner cette véritable cartographie-là, utile pour le radiologue interventionnel à aller faire une embolisation. Alors, on va essayer de passer un peu en revue l'ensemble des éléments qu'on voit dans le médiastin et cette fenêtre médiastinale. En commençant, je vais passer un peu rapidement, le système vénothoracique que vous devez connaître par cœur, qui est constitué par la veine cave supérieure avec ses deux affluents, les troncs veineux brachiocéphaliques. Alors, vous voyez ici, le malade a été injecté du côté droit, le côté gauche, il y a du sang qui est non opacifié par là-bas, et vous avez ici la convergence avec cette veine cave supérieure, et regardez ce que ça peut donner comme fausse image ici, et le côté gauche, malade est opacifié du côté droit, eh bien, l'arrivée, l'union du sang non opacifié et du sang opacifié peut prêter à confusion avec un thrombus endoluminal. Méfiez-vous, c'est le quotidien. Il y a des dossiers qui vont être lus en disant ce malade a une thrombose de la veine cave supérieure. Eh bien non, c'est une acquisition en temps précoce et tout simplement une pollution par le côté gauche à travers lequel n'arrive pas le produit de contraste. Ça donne ce genre d'image. Dans la reconstruction, vous voyez le malade, il est perfusé à droite, la colonne descend comme ça, et puis l'autre qui arrive ici, deux rivières avec deux couleurs différentes. Le Rio Grande et le Rio Negro, par exemple, au Brésil, et vous avez cette fausse image qui s'achemine jusqu'au cœur ici, et qui ne doit pas être interprétée comme étant un thrombus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veine cave supérieure, il faut que je l'étudie à un temps beaucoup plus tardif, où les flux se sont homogénéisés pour dire réellement si elle a ou non un thrombus endoluminal. Alors cette veine cave supérieure, il y a des variantes, hein. Il faut faire très attention évidemment, elle se jette dans l'oreillette droite à l'état normal, mais dans ce cas-là, c'est exceptionnel, ça se jette dans l'oreillette gauche, ça crée un channel droit-gauche. Imaginez que ce malade-là doit être opéré, il faut vraiment le dire au chirurgien. Vous avez la double veine cave supérieure qui, elle, se jette dans le sinus coronaire gauche, donc vers le côté droit, mais exceptionnellement, elle peut se jeter dans l'oreillette gauche ici, et là, notre rôle aussi de dire ce malade a une double veine cave supérieure, il a un shunt droit-gauche, ça veut dire qu'on ne peut plus perfuser du côté gauche, on ne peut plus lui faire de prélèvement de sang, on ne peut plus injecter aucun soluté, parce que si vous l'injectez, vous allez le mettre directement dans la circulation gauche et vous l'exposez à des embolies paradoxales, septiques, cruoriques, aériques, etc. Donc toute cette anatomie de la veine cave supérieure est importante, elle est certes rare, et ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'il faut bien le mentionner pour les chirurgiens. Alors, l'azygos, vous voyez deux petits points ici, je vous assure que la majorité des gens disent que ce sont des calcifications. Eh bien non, c'est tout simplement du produit de contraste qui est tombé, il est arrêté par les valvules de cette crosse azygos. On a même, une fois, j'ai récupéré un malade comme ça en disant il a un corps étranger dans l'azygos et vous pouvez aller le retirer. Et donc là, ce sont des choses qu'il faut bien garder à l'esprit pour ne pas se faire piéger. Cette azygos, vous voyez le reflux de produit contraste qui est véritablement arrêté au niveau de la valvule. C'est une variante du normal ici avec cette pseudo-scissure qui délimite ce qu'on appelle le lobe azygos, qu'on voit parfaitement bien sur la fenêtre parenchymateuse. Alors, cette azygos, dans les situations pathologiques, elle peut se dilater ici. Ici, il y a une occlusion de la veine cave supérieure. Le sang ne peut plus passer ici directement vers le cœur droit. Eh bien, il emprunte ce chemin-là.
le sens de circulation de la zygose est inversé, elle descend jusqu'au système azygolombaire, elle rentre dans la veine cave inférieure, elle remonte pour rejoindre le cœur. Vous voyez, c'est véritablement une voie de dérivation comme il y en a tant d'autres dans le système, dans le syndrome cave supérieur. Il y en a une autre ici qui est veine péricardophrénique, hein, qui d'ailleurs nous montre le trajet du nerf phrénique gauche. Le nerf phrénique gauche est satellite de cette veine ici, qui est une voie de dérivation parce que le malade a un problème sur la veine cave supérieure qui est très rétrécie. Et le soin, il fait ça, hop, il rejoint ici la veine cave inférieure et il remonte vers le cœur. Vous voyez, je fais un temps tardif ici avec une bonne analyse de la veine cave supérieure. N'oubliez pas cet élément-là, ce mamelon aortique qu'on voit ici sur la radiographie thoracique qui correspond à cette veine intercostale supérieure gauche qu'on voit à l'état normal chez à peu près 6% des malades, mais elle sera davantage visible quand le malade a un problème sur la veine cave supérieure. Voilà le temps dans lequel on doit analyser la veine cave supérieure, fenêtre médiastinale, temps d'équilibre vasculaire, grosse tumeur à l'anaplasique à grande cellule, juste ce malade-là, qui a envahi la veine cave supérieure, regardez son état, je peux véritablement jongler axial, frontal, en MPR, sagittal, j'ai ma vraie cartographie pour pouvoir aller traiter ce malade-là et mettre une double prothèse couverte ici qui permet au malade de décompresser très rapidement. Alors, un point qui me paraît fondamental, c'est que quand vous allez regarder les malades pour le bilan d'un cancer du poumon, ces malades ont un dispositif veineux implantable, on regarde tout, on fait le réciste, on compare, machin, truc, etc. Et puis on oublie le cathéter. Et bien le cathéter, vous voyez, il est là. Il y a un petit caillot qui est au bout. Et ce caillot va jouer les troubles faits, parce qu'au bout de 6 mois, il va boucher la veine cave supérieure. Et personne ne s'en rendra compte. Quand vous prenez tous les anciens dossiers du malade, il a fait tranquillement son petit caillot, jusqu'à ce que ça bouge tout. Donc notre rôle, c'est, on fait le bilan du cancer, mais on regarde ça, regardez ce malade, on l'a détecté, c'est un bon temps d'analyse de la veine cave supérieure, c'est un vrai thrombus, pas un faux thrombus, on l'a anticoagulé, et regardez, ça a complètement disparu. On ne pouvait pas lui retirer le cathéter, même s'il était court, parce qu'il en avait besoin. Donc, regardez la veine cave supérieure dans le cadre du suivi des cancers. Système veineux, s'il y a un message à retenir, la veine cave supérieure, il faut l'analyser au temps d'équilibre vasculaire, d'autant quand le malade a un cathéter central. Alors, les artères pulmonaires, retenez que le diamètre de l'artère pulmonaire est inférieur de 30 artères pulmonaires doit être inférieur à 29 mm. Les artères pulmonaires sont satellites des bronches, les veines pulmonaires sont intersegmentaires. C'est de l'anatomie que tout le monde doit connaître. Vous voyez ici l'artère pulmonaire droite qui est en avant de la branche souche droite, et puis vous avez l'artère pulmonaire gauche qui est au-dessus de cette branche souche gauche. Ce n'est pas une bonne fenêtre pour analyser l'artère pulmonaire, elle est trop saturée. Certes, elle est médiastinale, mais elle est trop saturée. Je ne sais pas ce qui se passe à cet endroit-là, je vois mal. Il suffit tout simplement, sur mon ordinateur, l'avantage d'avoir l'ordinateur et pas le cliché, qui vous est envoyé par le radiologue, qui n'est ni fait ni à faire. D'ailleurs, on devrait même supprimer les clichés, je peux vous le dire. Ça fera d'économie, on parlait d'économie tout à l'heure en matière d'allergènes. Donc vous voyez une fenêtre, je l'ai élargie, elle est toujours médiastinale, et puis j'arrive à détecter les choses à l'intérieur, en avant ici et à cet endroit-là. Donc il faut voir à travers le produit de contraste. Ça, c'est un élément fondamental. Cette artère pulmonaire peut être le siège d'une embolie pulmonaire ici, bilatérale, qu'on voit très bien. On voit aussi la conséquence sur le cœur qu'il faudra analyser. Grosse dilatation du ventricule droit avec un rapport VD-VG qui est supérieur à 1. Il y a un septum qui est en train de s'inverser, donc le malade a un cœur pulmonaire aigu suite à cette EP bilatérale proximale. Alors méfiez-vous, mais ça on pourra en parler dans les discussions, c'est une affaire, j'allais dire, de spécialistes, mais méfiez-vous de ces fausses images d'embolie pulmonaire ici qui sont tout simplement liées aux chintes systémo-pulmonaires quand les malades ont une pathologie infectieuse, inflammatoire ou tumorale qui va happer le système bronchosystémique ici et qui va venir polluer l'artère pulmonaire et donner à des temps très précoces comme ça de fausses images. On pourra en discuter. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont certes rares, mais des fois, la situation clinique, c'est quoi? C'est que le malade, il a une infection comme ça, il saigne sur cette infection, et compte rendu de la radio, le malade a une embolie pulmonaire. Donc le clinicien pneumologue, il vient voir le radiologue, il lui dit, mais le malade, il crache du sang, mais il a une embolie, je suis un peu embêté pour les anticoagulants. Et quand on lui dit, avec l'œil un peu... votre patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Quoi? Ben oui, il n'a pas d'embolie pulmonaire. C'est une fausse image d'embolie pulmonaire. Ce scanner-là, vous voyez un malade qui a un cancer ici,
Vous voyez d'ailleurs ce retour veineux ici pulmonaire qui est différent entre la droite côté sain, côté gauche. On fait une double acquisition, on pourra en parler avec Philippe s'il y a besoin. Ce n'est pas une affaire de spécialiste, mais avec les scanners très rapides aujourd'hui, c'est possible. Je fais une acquisition autant artérielle pulmonaire, ce mal est arrivé, il a une hémoptysie. Mon bilan, c'est quoi? Il saigne d'où? Il saigne des artères bronchosystémiques ou il saigne des artères pulmonaires? Il a un cancer. Je fais une acquisition comme ça, et je vois ce territoire-là qui est vide. Quand je passe juste après, deuxième hélice, je vois un élément à cet endroit, et bien je sais que ça, puisque je l'ai vu à la phase aortique, ce faux anévrisme, même s'il est au dépend de l'artère pulmonaire, il est alimenté par l'artère bronchique. Donc je ne vais pas perdre mon temps, parce que juste derrière, je vais aller directement dans l'artère bronchique, pouf, et je trouve l'anévrisme pour l'emboliser. Donc ça a un impact thérapeutique immédiat. Cette technique de scanner, cette fenêtre d'analyse, elle est fondamentale pour le traitement qui vient derrière. Alors, les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, on ne va pas refaire l'anatomie, il y en a 2 de chaque côté principalement, c'est 70% des malades qui vont drainer le haut et le bas, veine pulmonaire supérieure droite, inférieure droite, supérieure gauche, inférieure gauche, ok. Mais attention, il y a des retours veineux pulmonaires anormaux où une veine peut aller vers le tronc veineux brachiocéphalique, c'est important de le mentionner. Le nombre de veines doit être mentionné, et des fois ces veines vont confluer très rapidement. On a un tronc commun qui va dans l'oreillette gauche, et là, manque de bol, si le malade est opéré, que les chirurgiens ligaturent cette veine en pensant qu'il y en a une autre au-dessus, c'est la catastrophe pour le poumon restant. C'est important aussi pour la radiofréquence, pour les troubles du rythme. Donc ces éléments-là anatomiques sont fondamentaux à détecter. Je ne vais pas faire toute l'anatomie, mais ça fait partie de la checklist des choses qu'on analyse. Ici, un retour veineux pulmonaire anormal vers le tronc veineux brachiocéphalique gauche. L'aorte, alors l'aorte aussi, c'est un élément du médiastin. Les mensurations, il faudra les connaître, ça tourne autour de 3 cm. Regardez le plan de l'aorte par rapport au plan axial. Ça veut dire que si je veux mesurer le diamètre de l'aorte, je ne peux pas le mesurer sur le plan axial, parce que en plan axial, je vais faire une mesure oblique, et ça ne sera pas la bonne mesure. C'est l'intérêt des reconstructions, pour être véritablement, strictement perpendiculaire à l'aorte et avoir la bonne mesure du diamètre. Alors, un endroit qu'il ne faut pas oublier, c'est le sinus coronaire, c'est le sinus de Valsalva, c'est la racine de l'aorte, c'est le segment 0. Combien de fois on vous pose la question, y a-t-il un anévrisme de l'aorte? Non, il n'y en a pas. Eh bien oui, mais le marfan touche la racine de l'aorte. Et si on ne fait pas attention que cette partie est très large, eh bien le malade, on le met en péril, parce que si ça se rompt, eh bien ça va rompre les coronaires, et ça va rompre la valve aortique, ça sera une catastrophe. Et je peux vous dire qu'il y a des scanners qui sont interprétés comme normaux, alors parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder cette partie qui est enfouie dans le cœur, en quelque sorte, et pour laquelle il faut faire des reconstructions pour bien la dégager. Les artefacts de tout à l'heure, vous voyez ça? Nous, on a écrit un papier il y a très longtemps, en 1999, sur les artefacts du lycée sonore. Je peux vous dire que vous donnez ça à beaucoup de gens, c'est pas un reproche, encore une fois, je dis, on n'est pas les meilleurs du monde, c'est pas la question. Il faut être humble jusqu'au bout, mais ces éléments, il faut bien les avoir en tête. Ça prête à confusion avec une dissection de la racine de l'aorte, mais c'est tout simplement le mouvement pendulaire de l'aorte. D'ailleurs, on peut voir la même image sur les artères pulmonaires. Et quand vous faites du gating cardiaque, et ben vous vous affranchissez, vous avez cet artefact qui va disparaître. Surtout ne pas l'interpréter comme étant une dissection. Alors, cette dissection, vous voyez ici une grosse dissection sur une aorte ascendante très malade, et vous voyez que on a l'impression que ce chenal, ça c'est le faux chenal qui a comprimé le vrai chenal. On aurait tendance à dire qu'il est thrombosé en partie. Ben non, il circule plus lentement parce que c'est une chaussette dans laquelle s'est engouffré le sang. Il circule moins rapidement que la vraie lumière. Donc je refais une acquisition après pour être sûr que ce n'est pas une thrombose, qu'il y a encore de la circulation, et ça veut dire que c'est une dissection active qu'il faudra traiter. N'oubliez pas que l'aorte et l'artère pulmonaire, à l'origine, sont dans le péricarde. Et c'est pour ça que quand l'aorte se rompt, eh ben, elle se rompt dans le péricarde, et ça donne un hémopéricarde. Ici, une dissection rompue, avec chez un malade hypertendu, il a une hypertrophie, une cardiomyopathie hypertrophique gauche, vous voyez une CMH. Ici, il a disséqué son aorte descendante, il a disséqué son aorte ascendante, il a fait l'hémopéricarde, il a même disséqué l'artère pulmonaire, et puis ensuite, regardez, il a disséqué les coronaires. On voit bien la coronaire droite ici, paf, il a disséqué, il a désinséré complètement son artère coronaire gauche, ça on le voit sur un scanner. Bon, il est mort, quasiment à la sortie du scanner, mais le bilan peut être fait. Oui, le bilan est fait. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire, mais c'est encore une fois, quand vous faites le diagnostic, il faut tirer la sonnette d'alarme, le malade doit aller au bloc opératoire le plus rapidement possible.
Le péricarde, les épanchements sont faciles à voir, mais il y a des pièges. Il faut connaître les récessus péricardiques. Il y en a quelques-uns. Il faut bien les connaître en rétro-aortique. Vous en avez un qui est collé à la veine pulmonaire inférieure droite. Je peux vous dire que cette image, personnellement, m'a posé beaucoup de problèmes au début. Elle a une densité liquidienne, mais ce n'est pas un ganglion. C'est un récessus péricardique. Le sinus de Thel, il faut bien le connaître ici. Il est rétro-aortique, rétro-artériel pulmonaire. Vous avez même un récessus, regardez, il remonte très haut ici, là. Et c'est la continuité avec le péricarde qui nous permet de le distinguer d'un ganglion, évidemment, sa densité liquidienne. Attention, attention, le péricarde remonte très haut. Il entoure quasiment l'aorte jusqu'à la naissance des troncs supraortiques. Quand on va faire une ponction ici de cette masse sternale, eh bien on va faire très attention de ne pas embrocher le péricarde ici. Alors les chaînes lymphatiques, ce qui est intéressant dans les chaînes lymphatiques, c'est, bon, cette subdivision, vous la connaissez, la plus récente, je ne vais pas y revenir. Ce qui va être intéressant, c'est ce ligament artériel ici, qui va distinguer la chaîne paratrachéale, ici la 4L, que vous voyez ici, de la chaîne de la fenêtre aortico-pulmonaire, qui est la chaîne numéro 5. Cette distinction est importante parce que si le malade va avoir une médiastinoscopie ou un nébus, il ne faut pas se tromper entre ces deux chaînes ganglionnaires parce que celle-ci n'est pas accessible à la biopsie par médiastinoscopie ni par nébus, par voie endoscopique en tout cas, et celle-là, par contre, elle est accessible. Voilà les différentes chaînes que vous voyez ici, la 4 accessible et la 5 qui est de la fenêtre aortico-pulmonaire qui ne l'est pas. Les ganglions, aujourd'hui au scan, nous n'avons qu'un moyen de pouvoir les analyser. Vous voyez un ganglion normal avec son île, c'est le petit diamètre de ce ganglion qui doit être inférieur à 10 mm. Donc ce sont des critères qui sont purement anatomiques. Cette image, Philippe sera d'accord avec moi, pour dire qu'elle a induit en erreur plus d'un en disant que c'est une embolie pulmonaire. Ce n'est pas une embolie pulmonaire, c'est un amas lymphatique qui est situé au-dessus de l'artère pulmonaire à cet endroit-là, mais sur une coupe axiale, il peut prêter à confusion. Il suffit de reconstruire pour voir que l'image, elle est extravasculaire. Le canal thoracique, c'est plutôt le conduit thoracique, l'anatomie, la vraie anatomie, c'est le conduit thoracique. Ben, on arrive à le voir sur les scans, ça c'est emprunté de la littérature, mais ça m'arrive de le voir. Donc, quand il est un tout petit peu large, on peut le voir à partir de la citerne de Schill, la citerne de Péquet ici, on peut le suivre, jusqu'à sa traversée ici entre les deux vaisseaux, carotide et sous-clavière, et on voit même un peu son abouchement ici au niveau du tronc veineux brachiocéphalique gauche. Les nerfs, est-ce qu'on les voit au scan? Eh bien, les nerfs ici, on a les nerfs, on a les deux qui sont les plus latéraux ici, qui sont en bleu ici, qui sont les sympathiques. Ensuite, on a les verts qui sont les nerfs phréniques, ensuite les nerfs laryngés, puis on a la chaîne sympathique qui est à cet endroit-là. Eh bien, n'oubliez pas que le nerf récurrent qui fait sa décussation ici au niveau de la fenêtre aortico-pulmonaire, des fois il y a des malades qui ont un cancer à cet endroit-là, et le mode de révélation, c'est bien sûr une dysphonie. Vous faites un scan, vous vous rendez compte qu'il a une énorme tumeur qui a pris cet endroit-là. Alors, ça arrive, on voit le nerf phrénique, comme ici, vous voyez, du côté gauche, on le voit même du côté droit, sur tout son trajet, jusqu'à son évasement au-dessus du diaphragme. On peut également le voir. On peut le voir indirectement, le nerf phrénique. Vous avez un malade avec une grosse masse ici, forcément le nerf phrénique est pris, et vous avez cette paralysie phrénique avec la surélévation de la coupole diaphragmatique. Le plexus brachial dans le pancostobias, on arrive quand même à le voir sur la reconstruction. Ici, entre les muscles scalènes ici, derrière le pédicule artério-veineux, subclavier gauche, sous forme de petite image ici. Donc, ça peut se voir également. Évidemment, l'IRM est mieux que le scan dans cette thématique. Alors, l'œsophage aussi, vous êtes pneumologue, mais il ne faut pas l'oublier. Regardez, vous allez d'accord avec moi, ce malade qui a une pneumopathie interstitielle non spécifique, très caractéristique, avec le verre dépoli, cette languette qui est respectée, et qui a ce gros machin ici, et bien voilà. Tout simplement, vous allez faire le diagnostic en disant l'œsophage très dilaté, le malade il a une pince dans le cadre d'une sclérodermie. Un dossier sur lequel je passe très rapidement, mais tout récent que j'ai vu en garde, le malade y arrive, il a un hoquet depuis une semaine. Il a un hoquet. Et bien, regardez l'œsophage, il est un peu large. Sur le scan, fenêtre médiastinale, ok. Je regarde ça, il a une hernie hiatale ici. La fenêtre est trop serrée. J'élargis tout simplement la fenêtre et je vois que toute cette zone est très inflammatoire ici. Autour de cette hernie hiatale, la graisse là est normale, ici c'est pathologique, à cet endroit-là. Eh bien, tout simplement, je reviens en haut, c'est proche des piliers diaphragmatiques.
Et ce malade a une hernie hiatale inflammatoire qui irrite le principal muscle du diaphragme, qui est le pilier diaphragmatique. 80% de la respiration est liée au pilier du diaphragme. Donc là, je fais un brillant diagnostic en me disant ce malade a une hernie hiatale très inflammatoire. Et c'est elle qui est responsable de son hoquet. Il n'a pas de tumeur, évidemment, on l'a fait aussi pour être sûr qu'il y a une tumeur. Et donc, vous voyez que le muscle diaphragme, le muscle négligé, méconnu, peut être analysé, ne serait-ce qu'à travers ses chefs principaux, qui sont les piliers du diaphragme. Alors, intérêt des séries sans injection, vous allez me dire quand est-ce qu'on les fait, ben, on montre quelques exemples. Le score coronaire, le score calcique qui va déterminer le degré de gravité de la maladie coronarienne en fonction de ses classifications et des logiciels qui permettent de le faire. On le fait avec une synchronisation cardiaque. Vous avez ici quelque chose, quand on voit ces scans, nous, notamment chez des malades qui ont des cancers et tout, on dit aux cliniciens, bah, votre malade est anémique. Il dit, mais comment vous savez qu'il est anémique? Ben oui, là il est anémique. Tout le contenu des cavités, la veine cave, le cœur, la veine cave inférieure ici, vous avez là que c'est que de la flotte, c'est que de l'eau. Regardez le myocarde comme on arrive à le voir. Donc son sang, il est dépourvu, il y a très peu de globules rouges à l'intérieur. Ça s'appelle le signe de l'anémie. Donc ce sont des éléments sur qui doivent vous attirer. Alors vous allez me dire, moi j'ai le malade en face de moi avec la pâleur conjonctivale. Oui, mais souvent nous on ne l'a pas. On peut faire des scanners, ça passe vite, on voit des malades en urgence, on demande des avis, c'est important. La dissection aussi, on peut la voir, vous voyez le malade, il a deux maladies. Thrombus spontanément hyperdense, vous avez la membrane intimale ici, corrélation avec l'injection. Ce thématome intramural qui est le signe de la dissection, donc c'est du sang qui s'est engouffré dans la paroi, c'est une forme de dissection, ça peut avoir un intérêt. Et puis, j'allais dire, votre raisonnement sur les fenêtres médiastinales par rapport à la maladie du médiastin doit s'articuler autour de ces deux choses. D'abord une analyse topographique et ensuite une analyse de densité. Vous avez une masse dans le médiastin, où est-elle? Et ensuite, quelle densité est là? Est-ce qu'elle est dans le médiastin antérieur? Est-ce qu'elle est dans le médiastin moyen? L'antérieur, c'est le prévasculaire. Est-ce qu'elle est dans le moyen, qui est le viscéral? Est-ce qu'elle est dans le postérieur, qui est le paravertébral? Et à partir de là, on a une liste de diagnostics. On voit quelques exemples. Regardez cette fenêtre ici. Et bien, cette fenêtre, elle n'est pas interprétable. Vous voyez? C'est trop saturé, il y a des artefacts, il y a une espèce de ligne ici, je ne sais pas ce que c'est. Si je vous donne ça sur un cliché qui est rendu par le service de radio, ça ne sert à rien. Vous avez votre ordinateur, la même image, regardez bien. Je l'ai élargi. C'est de la graisse. Donc là, c'est pour vous convaincre d'acheter des ordinateurs. Mais je n'ai pas du tout de conflit d'intérêt avec quiconque fabricant ou vendeur de matériel informatique. Et vous avez une masse graisseuse médiastinale, évidemment. Le diagnostic est facile en IRM, mais le fenêtrage joue un rôle important. Ici, une masse qu'on voit ici, qui a l'air kystique, avec une densité un peu élevée, médiastin moyen, et vous avez l'IRM ici, avec cet hypersignal T1 et T2, qui signe le kyste bronchogénique. Autre masse avec du tissu, des calcifications, de la graisse. Vous avez fait le diagnostic. Pardon, un tératome ou un amartochondrome, on est d'accord. Le médiastin postérieur, les principales lésions, ce sont les schwannomes, d'accord. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au cancer, regardez cet examen au temps aortique, il y a une espèce de masse ici, on me demande de faire une biopsie. Je vais biopsier où? J'aurais tendance à faire la biopsie là, parce que c'est très proche de la paroi, pour ne pas avoir de complications, de pneumothorax. Mais le lymphathe va me répondre, c'est du parenchyme pulmonaire qui est tassé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au bon temps. Regardez, le bon temps vasculaire, je suis à un temps tissulaire, ça c'est une atelectasie, la tumeur étant là, et si je dois faire une biopsie, je dois la faire ici. Il faut avoir le bon temps vasculaire, il faut serrer les fenêtres, cela permettra d'orienter la biopsie. Les embolies pulmonaires, des fois, nous posent problème, parce qu'on ne voit pas le caillot. Mais on peut avoir le signe indirect du caillot. Le signe indirect, quand je regarde ça avec cette fenêtre-là, le cœur droit est déjà gros, ici, hein, il y a quasiment un septum, donc ce malade a une EP. Eh bien, ça, j'ai un peu de mal à voir ce qui se passe ici, j'ai tendance à dire que c'est une condensation. Il suffit de serrer les fenêtres, regarder le parenchyme tassé, et regarder la zone d'infarctus qui est à l'intérieur qui va apparaître. Donc je sais que ce malade a une embolie pulmonaire très distale qui a causé un infarctus à cet endroit-là. Il suffit de serrer les fenêtres.
pour la transition avec mon cher Philippe, ces fenêtres médiastinales ne peuvent pas être lues sans les fenêtres parenchymateuses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ça. Il suffit de faire ça pour dire que ce malade, il a de l'air ici. Il a un pneumo médiastin. Vous faites une reconstruction en minimique, vous avez la cheminée qui est ici. Attention, franchement, attention au syndrome de Boerhaave. C'est rare. Mais nos jeunes, de plus en plus, font des conneries. Ils boivent à outrance, ils vomissent leur tripes dans la nuit, ils dilacèrent la jonction œsocardiale, et le malade, pire encore, il a une expression abdominale. Il vient pour un tableau abdominal, même pas thoracique. Vous faites un scanner abdominopelvien, mais c'est sur l'orifice hiatal, hiatus œsophagien, que le problème se pose. Et si vous ne mettez pas les fenêtres ad hoc, eh bien vous passez à côté de ces bulles d'air, et je peux vous dire que la médiastinie qui est la perforation de l'œsophage, c'est le décès à coup sûr. Et à 25 ans, mon Dieu, ça va faire un drame. Donc, c'est vraiment la complémentarité entre le médiastin et le poumon. N'oubliez pas qu'il ne faut pas mesurer les nodules sur les fenêtres médiastinales. Regardez ce nodule-là. Si je le mesure sur le médiastin, je sous-estime sa taille. Voilà la vraie mesure. Ce sont des recommandations de la Flash Heart Society, ce n'est pas moi qui le dis. Les nodules se mesurent sur les fenêtres parenchymateuses pulmonaires. La partie dense des nodules en verre dépoli. La fenêtre médiastinale vous donne la certitude que ce nodule-là a une composante solide parce que vous la voyez sur la fenêtre médiastinale. Elle est utile, cette complémentarité entre les deux. Vous voyez ce nodule ici, très hypervasculaire. Le médiastin ne suffit pas. Il a saigné parce qu'en parenchyme, je vois mieux l'hémorragie alvéolaire qu'il y a autour, c'est une tumeur carcinoïde. Cet examen-là, il est en OAP, il a déclenchement, mais sur quoi je regarde le médiastin? Eh bien, c'est une endocardite sur une valve aortique que je vois très bien sur les reconstructions. Alors, je passe sur les exemples parce qu'on n'a pas trop de temps, mais regardez la sarcoïdose ici avec cette galaxie bilatérale et vous avez l'ensemble de ces adénomégalies qui sont dans le médiastin. Ça souligne la complémentarité des deux techniques. Je termine pour vous dire un mot de l'imagerie spectrale. L'imagerie spectrale, l'imagerie conventionnelle utilise un faisceau de rayons X avec une seule énergie qui va traverser le malade et générer un profil d'atténuation. L'imagerie spectrale va décomposer le rayon X en plusieurs énergies qui vont aller de 80 à 140 kV. C'est ce qu'on appelle la double énergie ou idéalement la multi-énergie. Donc vous avez un faisceau avec une énergie qui est différente au cours d'une même acquisition. Ça veut dire que vous allez pouvoir décomposer la matière organique, le tissu que vous traversez, en plusieurs entités. Et cette décomposition en plusieurs entités va apporter de plus en plus d'informations. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. À Embrase-Paré, nous avons un scanner spectral. Certainement à Montfermeil, il y en a un. Et donc, ça devient du quotidien. Et voilà des exemples tout simples. Vous avez ici, vous concentrez sur cette analyse en méthode conventionnelle, vous n'arriverez peut-être pas à voir le caillot, mais si vous êtes en imagerie spectrale, vous allez, ça ne ressort pas bien parce qu'il y a la lumière du jour, mais vous allez détecter mieux le caillot qui est dans le vaisseau, et ensuite vous allez voir la zone d'hypoperfusion dans le parenchyme qui va vous permettre, avant l'infarctus, la zone d'hypoperfusion qu'on voyait avant dans les angiographies pulmonaires avec le fameux indice de Miller. Mais là, vous allez voir la zone d'hypoperfusion et vous allez dire que le malade il a un défect de perfusion, il a une embolie pulmonaire, sans aller à la scintigraphie pulmonaire. Un autre exemple d'un jeune qui a et on a quasiment fini, qui a cette espèce de tumeur du médiastin, et ben, il a bien répondu, 18 mois plus tard, il y a ça. Et ben, en anatomie, c'est pas un thymus normal, bon d'accord, c'est pas concave, c'est pas convexe, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous faites la décomposition en multi-énergie ici, vous vous rendez compte que cette zone-là, elle n'a strictement aucune prise de contraste iodé, vous la voyez là, avec une excellente corrélation par rapport au PET scan qu'a ce malade-là, donc vous pouvez dire qu'il est en rémission complète, le reliquat thymique est dépourvu de cellules actives. La fin, il reste une diapo après. Retenez comme message que cette fenêtre anatomique médiastinale nécessite une connaissance anatomique précise. Il y a plusieurs éléments qu'il faut connaître. Il y a des variantes, il y a des pièges dans lesquels il faut tomber. Il faut connaître la pathologie parce que vous allez me dire, finalement, comment je vais analyser mon médiastin? Vous allez l'analyser en fonction de la question qui est posée. On me pose une question, est-ce que le malade vient pour une situation d'embolie pulmonaire? Je fais le bon protocole d'examen. D'accord? Je fais le diagnostic positif.
je fais le diagnostic des complications et les diagnostics alternatifs quand je ne trouve pas d'embolie pulmonaire. Voilà mon raisonnement. Le raisonnement sera différent dans le cadre d'un cancer. Le raisonnement sera différent dans le cadre d'une perforation de l'œsophage, et ainsi de suite. Donc, la connaissance de la pathologie est fondamentale, c'est-à-dire qu'il va dicter la technique et le raisonnement devant les fenêtres médiastinales. Donc, on a dit que les deux arguments sur lesquels on doit se baser, c'est la topographie et la densité lésionnelle, pour les masses médiastinales en particulier, que ces trois éléments, ce sont les éléments auxquels on a accès, la graisse, les liquides et les tissus mous, et évidemment, on ne peut pas, ça fait une bonne transition pour Philippe, on ne peut pas la détacher de la fenêtre médias pulmonaire, et puisque j'ai vu à la fin de la journée qu'il y a pneumologie et culture, et afin qu'on ne meure pas bête, tout ce scanner-là, je ne sais pas si vous le savez, mais il est dû aux Beatles. Bah, bien sûr. Bon, on va pas. Eh ben, on aurait dû l'insérer dans la session culture qui est à la fin de la journée. Les Beatles, à l'époque, avec les années 70, leur producteur, l'équivalent de Sony, c'était EMI. Donc, Electrical Musical Industries. Donc, cette boîte qui produisait les Beatles avait tellement d'argent qu'elle a financé le projet de création du scanner pour ensuite. Donc si vous avez le scan aujourd'hui, vive les Beatles. Merci beaucoup, Dr Hejam, pour cette présentation très passionnante et pour cette analyse scanographique très complète du médiastin. Je passe la parole à la salle. 2 questions. Oui, Dr Hamdouche. Oui, concernant les emboles distaux, s'il vous plaît, les limites de l'angioscanner, on les connaît en matière de distaux et en dehors de signes indirects, ce que vous avez montré, l'infarctus, qu'est-ce que vous proposez? Les emboles pulmonaires, aussi distaux soient-ils aujourd'hui, tu es d'accord Philippe, aussi distaux soient-ils, on arrive à les voir. Mais je vous assure, ce n'est pas une blague. Si vous faites un bon examen et que vous arrivez à une bonne farce artérielle pulmonaire, jusqu'au niveau sous-segmentaire, vous pouvez les voir. Et quand vous ne pouvez pas les voir, quand on n'arrive pas à les voir comme ça sur les coupes natives, et on fait du MIP sur une toute petite épaisseur, on voit la transition entre la partie clitopacifiée et la partie où le vaisseau est devenu complètement virtuel, non opacifié. Ça, on arrive à le voir. J'ai plein de dossiers comme ça. Bon, la présentation est déjà, vous avez vu, il y a plus d'une centaine de diapos, mais on arrive à faire le diagnostic. Mais si le caillot est très distal, quand le caillot est très distal, inéluctablement, il y a un infarctus pulmonaire. Pourquoi? Parce que c'est tellement distal que la circulation systémique, bronchique et intercostale, etc., n'arrive pas à reprendre le territoire. Et donc, il y a un infarctus qui est là. Si vous mettez l'imagerie spectrale, vous ajoutez à la morphologie la perfusion, l'élément qui nous manquait pendant très longtemps. On nous l'a reproché. Quand on voulait faire la transition, on était quand même les pionniers à avoir mis en place l'angioscanner thoracique dans le diagnostic d'embolie pulmonaire. Revenez aux années 90 avec les papiers qui sont publiés sur Radiologie, l'étude prospective et Casanet qui a comparé l'angiographie pulmonaire et l'angioscanner. Ben, le reproche qui nous était fait, c'est vous n'avez pas la composante perfusionnelle que donnait l'angiographie, parce que l'angiographie montrait le caillot et montrait le défect. Mais avec l'imagerie spectrale aujourd'hui, et demain l'imagerie photonique, c'est encore beaucoup plus poussé, parce que vous allez défragmenter quasiment les photons qu'il y a dans le rayonnement X. Et bien, ce diagnostic aujourd'hui, on arrive à le faire. Mais il faut que l'examen soit bien fait. Qu'est-ce qu'on va demander comme qualité de scanner pour éliminer l'embolie pulmonaire? Parce que là, donc, on a chez nous, Marc, on a des scanners multibarrettes, donc on a plusieurs qualités de scanners. Donc, à partir de combien de nombre de barrettes on peut dire que c'est performant? Honnêtement, si moi, je m'installe demain ici, j'achèterai un scanner à 16 coupes. Il est plus commercialisé d'ailleurs, mais le 16 coupes, on a fait des merveilles avec le 16 coupes. La publication de 90, elle était faite avec le Twin City. Le Twin, c'était un scanner à 2 barrettes. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 40 barrettes dans le commerce. Il n'y a pas moins de 40 barrettes. Ça coûte la bagatelle de 400 000 €, même pas.
donc 350 000 euros, 400 millions de centimes. C'est pas un truc, 4 millions de dirhams, c'est pas un truc, et ça vous permet de faire même du cœur. Ça vous permet même de faire du cœur. Donc les scanners qui sont sur le marché permettent de faire des angioscanners de qualité. Mais il faut à côté l'injecteur automatique, le bolus tracking pour arriver sur la phase artérielle pulmonaire. Vous voyez, soit vous avez des manips hyper performants, soit vous êtes à la console et vous savez, en fonction du malade, il est jeune, il est tachycarde, il est âgé, il a une cardiopathie, vous modulez votre acquisition pour que vous arriviez à une phase artérielle pulmonaire très bien opacifiée, de la proximité à la distalité, sans artefacts cinétiques et tout ça. D'ailleurs, vous voyez tout le travail technique qu'il y a derrière. Parce que quand je vois que ces techniques-là veulent être apparentes, veulent être appropriées par d'autres médecins autres que les radiologues, évidemment, il faut être un bon radiologue. Il faut tout assurer depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas uniquement l'image qui est là. Il y a tout un travail qui est fait derrière pour arriver à une image de qualité. Et c'est à ça qu'on doit veiller, les radiologues dignes de ce nom. Oui, docteur Mohamedi. Oui. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre le problème. Je vais faire une réponse de Normand. L'intelligence artificielle est tellement développée dans l'aviation que malgré tout, les avions volent avec des pilotes à bord. Et il n'y aura jamais de vol transatlantique sans qu'il y ait un pilote à bord. Ça, c'est sûr et certain. Ça va enlever les tâches cognitives, mais ça ne permettrait pas le contrôle de l'homme. Si vous mettez votre curseur, qui est une sorte d'intelligence artificielle, sur l'artère pulmonaire, et que la machine démarre quand le produit contraste arrive dans l'artère pulmonaire, c'est déjà trop tard. Parce que quand la machine détecte le bolus de contraste dans l'artère pulmonaire, il lui faut qu'elle se déplace. Pour démarrer l'acquisition, il lui faut 4 secondes. Et pendant ces 4-5 secondes, le temps que la machine se déplace pour se mettre au point de départ pour démarrer l'acquisition, vous arrivez déjà à la phase aortique. Donc vous voyez que si l'œil humain, quand je dis, c'est pas celui forcément du médecin, du paramédical qui est impliqué et tout. Catherine Begelman, qui est la reine du thorax, moi j'ai vu sur les vacations où elle était en permanence à la console derrière les manipulateurs pour les inciter à réduire la dose, pour bien montrer aux malades comment ils font l'apnée, etc., pour que le malade soit de qualité, parce qu'il y avait des cliniciens derrière qui étaient exigeants. Et elle a toujours été exigeante, elle l'est toujours. Donc, un autre volet de la réponse, c'est que l'embolie pulmonaire avec l'histoire de l'imagerie spectrale, il y a une comparaison en littérature du système de détection automatique du thrombus et de l'imagerie spectrale. Ben, l'imagerie spectrale fait mieux que le système de détection automatique, c'est-à-dire le CAD, qui est une sorte d'intelligence artificielle. Donc, j'allais dire oui, on en a besoin d'intelligence artificielle, mais l'homme restera toujours là. Philippe voulait peut-être poser une question. Oui, c'est juste pour rebondir par rapport à la question du collègue. Vis-à-vis du protocole sur l'embolie pulmonaire, qu'est-ce que tu préconises? Tu préconises plutôt un bolus tracking, donc un temps artériel pulmonaire pur, ou bien un temps mixte, comme tu l'as démontré tout à l'heure, en montrant effectivement un protocole qui permet de pallier justement aux artefacts de flux et également pour mieux visualiser les anomalies qui sont plutôt distales? C'est une excellente question et qui montre qui derrière, on voit la pratique clinique de Philippe. Personnellement, je fais toujours un temps mixte, parce qu'en urgence, la question, excusez-moi de le dire, mais la question, je la prends avec beaucoup de réserve. Quand on me dit qu'il y a une embolie pulmonaire, il faut que je passe au plein fait l'ensemble du thorax. Donc je fais une acquisition mixte qui englobe l'artère pulmonaire et qui a une opacification de l'aorte. Et si jamais l'aorte n'est pas opacifiée, je fais obligatoirement un deuxième passage pour la voir. Parce que combien de fois le malade vient plus suffisamment de P et il a une dissection de l'aorte. Si vous ne faites pas le diagnostic, c'est un drame. Donc idéalement, il faut que les deux soient opacifiés de manière identique pour avoir le maximum d'informations. Mais alors dans notre protocole, pas de recherche, mais dans les hémoptysies, Philippe, on fait avec le scanner, surtout le Siemens, on fait une première acquisition artérielle pulmonaire, ça part très vite, et puis l'autre aortique est enchaînée derrière. Ça c'est dans le bilan d'hémoptysie. Et c'est pour les raisons que j'ai montrées tout à l'heure, c'est que ça te permet tout de suite de dire
ils saignent sur quel versant et ne pas perdre de temps en matière d'angiographie interventionnelle. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un métier derrière. Prendre l'image telle qu'elle est sortie du four, c'est trop facile. Mais il faut que le job soit fait derrière. Il y a tout un volet technique pour lequel on se bat tous les jours. Je pense qu'on va prendre une toute dernière petite question. Et je rappelle qu'on aura une séance sur un atelier sur le scanner autour de cas cliniques. On aura l'occasion de discuter autour de ces cas cliniques. Oui. Donc pour la technique, on n'avait pas cité la position en procubitis. Ça permet de voir mieux donc, une atteinte interstitielle basale. Et aussi en expiration qui permet de voir un piégeage de l'air lorsqu'une atteinte bronchiolaire. Oui, le positionnement du malade également, effectivement, l'inspiration, l'expiration ou l'expiration continue pendant l'examen, tout ça va se faire en fonction de l'indication que vous avez. Moi, quand par exemple on va faire un bilan chez un malade qui a une asbestose, on va lui faire un scan d'emblée en procubitus, à titre d'exemple, pour éviter de lui faire 2 acquisitions. On est d'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je remercie encore une fois Dr. Hicham pour cette belle présentation et je remercie toute l'assistance. Donc la séance est levée. Merci. On reprendra après la séance, après une pause café.